Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Eric de la chaîne YouTube Campus Invest où on va parler bien entendu immobilier et tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Est-ce que, comme d'habitude, tu peux te présenter un petit peu, Eric, et nous dire dans quel coin de la France tu te situes et quel est un petit peu ton patrimoine global à l'heure actuelle? Tout à fait. Bonjour Benjamin, merci pour cet échange. Donc pour répondre à tes questions, moi je me situe dans l'est de la France, près de Strasbourg. Côté investissement, j'investis depuis 2003 et voilà, aujourd'hui j'ai un peu plus d'une vingtaine de biens dans l'est de la France. Ok. Et finalement, pourquoi tu t'es lancé dans l'immobilier au tout début et même pourquoi tu continues là à l'heure actuelle dans l'immobilier? Est-ce que ça avait un objectif précis, un objectif, je sais pas, de quitter un ancien job de salarié, un objectif de pouvoir être un peu plus libre? C'était quoi un petit peu l'objectif? En fait, l'objectif, il a changé dans le temps. Au départ, quand j'ai commencé, l'objectif, c'était simplement de se préparer une retraite pour plus tard, pour dans 15-20 ans. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore conscience de ce qui était possible, de ce qu'il était possible de faire avec l'immobilier, de générer un revenu immédiatement. Donc voilà, je me disais, j'achète un appartement, puis dans 15-20 ans, voilà, je commencerai à avoir des petites rentes supplémentaires pour préparer plus tard ma retraite. En fait, entre 2003 et aujourd'hui, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts et mes objectifs, ils ont changé, bien sûr. Notamment quand j'ai eu mon fils, quand j'ai eu mon fils en 2010, là, c'est vraiment là que les choses ont changé parce que mes objectifs ont été différents. J'ai aussi eu un petit peu le syndrome métro, boulot, dodo. Voilà, tu te poses la question, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce que tu as envie que ça soit toujours cette routine qui se répète? Tu te lèves le matin, tu vas déposer ton fils à l'école, tu vas très très vite dans les bouchons pour essayer d'être à l'heure au boulot. Voilà, tu te retrouves dans une multitude de choses à faire pendant la journée et puis tu rentres tard le soir ou alors si tu n'es pas en déplacement professionnel. Bref, tout ça, je me posais la question. Voilà, aujourd'hui, j'ai ma famille qui grandit. Est-ce que j'ai envie de continuer à avoir ce type de vie qui est un peu le type de vie de beaucoup de personnes? Et c'est vrai que c'est un moment aussi où ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que mon père est décédé à peu près à la même période. Mon père avait eu un peu ce modèle qu'avaient eu nos parents, hein, c'est-à-dire de travailler, de faire sa carrière et après, éventuellement, de profiter de sa retraite. Alors, je dis bien éventuellement parce que dans le cas de mon père, ça a été assez rapide. Il a pu profiter que quelques années de sa retraite et il a été terrassé par un cancer. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui marquent, hein. Sur le moment, tu te dis, mais purée, mais tout ça pour ça. Donc, tu te poses la question, pourquoi tu as des journées comme ça et est-ce que tu as envie de continuer à faire les choses comme ça? Et donc, pour revenir à l'immobilier, à l'époque, je commençais à avoir des revenus supplémentaires grâce à l'immobilier. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas développer ces revenus pour faire justement un revenu équivalent à un salaire et pour pouvoir quitter mon emploi et avoir donc un emploi du temps plus souple qui permet justement d'avoir plus de temps avec ma famille, d'avoir plus de temps pour faire les choses que je veux vraiment faire, qui me tiennent vraiment à cœur. Et donc voilà, c'est là que j'ai commencé du coup à investir, à avoir un objectif différent, donc d'investir pour avoir un complément de revenu et un nouveau, euh, ouais, un remplacement de salaire en fait. Donc ça a été mon deuxième objectif. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est plutôt c'est-à-dire que ça, je l'ai atteint, donc j'ai atteint ça en 2015. Ça m'a permis en 2015 de quitter mon emploi. Donc j'ai encore développé, hein, j'ai encore acheté quelques appartements entre-temps. Aujourd'hui, mon objectif, c'est plutôt de pérenniser les choses et je pense déjà un petit peu à transmission à ma famille, pérennisation, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas nécessairement besoin d'augmenter mes revenus immobiliers. Je suis plutôt dans une phase où je pérennise les choses, je crée du patrimoine et je sécurise les choses pour mon fils, par exemple. Et finalement, maintenant, tu te mets à plein temps dans l'immobilier sur tes investissements immobiliers ou tu as créé une autre activité. Je parlais notamment en t'introduisant de Campus Invest. C'est finalement ton activité maintenant que tu cherches à développer, en plus, bien sûr, du quotidien de gestion d'investisseurs.
Non, alors effectivement, mon activité immobilière, elle n'est pas du tout à plein temps. D'ailleurs, ce n'était pas du tout l'objectif, hein. L'objectif, c'était de libérer du temps. D'ailleurs, j'avais fait un calcul l'année dernière. On m'avait posé la question, mais voilà, combien ça te prend de temps l'immobilier pour gérer tes appartements et tout ça. Et j'avais calculé, ça me prenait en moyenne 13 heures par mois de temps de gestion. Donc 13 heures par mois pour vraiment gérer tous les biens que j'avais déjà. Bon, j'inclus pas dedans hein, la recherche de nouveaux biens, puisque ça, c'est plus le développement de patrimoine, mais la gestion pure, c'est-à-dire voilà, s'il y a des biens qui se libèrent, les remettre en location, s'occuper de l'administratif, etc. Tout ça, ça me prend aujourd'hui environ 13 heures par mois en moyenne. Ok, c'est hyper intéressant parce que tu as réussi à avoir ces 13 heures par mois en faisant finalement un mixte sur quasiment une année complète parce qu'il y a des périodes Bien sûr. finalement, je pense notamment aux fins d'année scolaire, début d'année scolaire, Mm. où il y a un peu plus de changements, etc. Et des périodes où on n'a quasiment rien à faire. C'est une moyenne finalement que tu as Ah réussi oui, à oui, déduire, tout quoi. à fait, parce qu'il y a effectivement, comme tu le dis, il y a des périodes où je suis beaucoup plus actif. D'ailleurs, c'est assez marrant, parce que je suis plus actif, par exemple, pendant les vacances scolaires, les grandes vacances, où là, je suis plus actif, par exemple, parce qu'il y a justement des changements de locataires, notamment parce que j'ai quelques locataires étudiants. Donc, c'est un moment où, notamment au mois de juillet, où là, je préfère rester dans ma région. Bon, bah, ça tombe bien parce qu'il fait beau aussi. Donc, je peux allier un petit peu mon activité immobilière et puis profiter aussi de la belle région qu'on a ici en Alsace. Et moi, par contre, c'est plutôt les régions, les moments plus calmes, c'est les moments comme actuellement, par exemple, ou alors il y a des moments qui sont beaucoup plus calmes, où là, bah, j'en profite justement pour partir en vacances, pour faire des voyages hors saison. Donc, je suis un peu décalé par rapport à la vie que j'avais avant et puis à la vie qu'ont beaucoup de personnes qui partent en vacances, quand on leur dit, voilà, c'est au mois d'août que vous devez prendre vos vacances, etc. Mais là, moi, je suis vraiment décalé. C'est pareil, d'ailleurs, pour mes semaines. Mes semaines, c'est pareil. Ben, quand moi, je vais plus faire les courses le samedi, par exemple, quand, quand, enfin, quand je vais dans des endroits, c'est pas les moments où il y a les grandes affluences, donc c'est beaucoup plus agréable aussi. Et pareil, si on parle de prospection immobilière, bah, je vais faire les visites de biens bah, quand les gens sont au travail. Donc, j'ai plus de temps bah, pour discuter avec les vendeurs, etc. Voilà, c'est tout un changement de vie, en fait. Ouais, je te rejoins complètement sur le fait qu'on se sent un peu décalé en termes de planning et de rythme de travail finalement. Et j'ai toujours coutume de dire, moi, quand il commence à faire un peu trop froid en France, c'est là que je commence à partir un peu à l'étranger, à partir en vacances. Et quand il fait très beau en France, en fait, je vois pas l'intérêt de partir ailleurs. Tout à fait, ouais. Ouais. Euh, Il y a beaucoup de choses, tu le sais parce que tu es également sur YouTube, il y a beaucoup de choses qui se disent sur l'immobilier, sur Internet. Des fois, on entend un peu tout et son contraire, chacun donne son avis, etc. Toi, maintenant que tu as une réelle expérience en tant qu'investisseur immobilier, quelles sont les deux, trois choses que tu vois des fois sur Internet qui soit ne sont pas forcément complètement fausses, mais te semblent, où ça manque de détails finalement, ou des fois il y a des choses qui ont été complètement extrapolées. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu trouves qui ne sont pas tout à fait précis justement? Il y a beaucoup de choses qui se disent sur Internet, hein. À Internet, on va trouver à boire et à manger. Euh, alors, c'est vrai qu'Internet, on trouve de très bonnes choses. Par exemple, sur YouTube, on peut trouver, par exemple, de très bons conseils sur l'immobilier. Notamment, bah, c'est ce que je conseille toujours, hein, c'est d'écouter les personnes qui ont déjà elles-mêmes investi, qui sont sur le terrain, c'est-à-dire qui aujourd'hui investissent toujours, parce que l'immobilier, c'est comme beaucoup de domaines, ça évolue, ça change. Donc, quand on écoute les personnes qui sont sur le terrain, on a souvent de très bons conseils sur Internet. Mais on a aussi des fois des choses qui sont exagérées. Par exemple, bah, souvent, on a un peu les vendeurs de rêves qui vont dire, voilà, l'immobilier, c'est génial, c'est facile, il suffit d'acheter un appartement, et puis après, c'est parti. En réalité, c'est pas vraiment très facile quand on commence de zéro. Il y a vraiment des choses à connaître, il y a des erreurs à éviter. Donc, faut un petit peu démystifier les choses par rapport à ce qui se dit. Et la vraie réalité, c'est quand on va sur le terrain, quand on se rend compte par soi-même ce que c'est que l'immobilier. Par exemple, euh, on parle rarement de la mise en location d'un bien, parce qu'au début, quand les gens sur Internet, ils vont plutôt parler des gains qu'ils vont pouvoir avoir, voilà, de la partie visible de l'iceberg, donc la partie qui est plutôt alléchante, attrayante, mais derrière, il faut voir aussi que l'immobilier, c'est de l'humain. Donc ça veut dire qu'il ne suffit pas de prendre son bien, de mettre une annonce et de le mettre en location. Il
faut aussi prendre le temps de discuter avec ses candidats, locataires, de bien faire un choix. Vraiment, il y a plein de choses auxquelles prendre attention, faire attention pour bien réussir les choses. Donc, je dirais, quand on voit des choses sur Internet, on voit souvent une vision partielle des choses. Donc, c'est important voilà, de discuter avec des gens qui sont sur le terrain pour avoir vraiment une vision un peu plus élargie. Et puis ensuite, d'aller soi-même sur le terrain si on veut investir. Et tu soulignais justement la partie mise en location, et je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'on entend peu parler de cette partie-là qui, je me rappelle, moi, à mes débuts, finalement, quand j'étais un peu dans le côté fantasme de l'immobilier, je me suis vite rendu compte que ça prenait un peu plus de temps que ce que j'avais pensé. Des fois, on a des départs de locataires imprévus ou autres. Et ça, je trouve que ça joue énormément suivant les différents modes d'exploitation, en fait, d'un bien. Pour avoir vraiment testé, je pense, quasiment tous les modes d'exploitation. Quels sont ceux que toi, tu as retenus, que tu privilégies maintenant en mode d'exploitation? Ah, c'est une bonne question. Alors, moi, j'aime bien tester les choses, hein. Donc, j'ai testé pas mal de modes d'exploitation différents, à savoir, alors j'ai commencé avec l'immobilier étudiant, donc ensuite le meublé étudiant, j'ai fait de la location courte durée, je fais de la colocation, j'ai fait de l'achat-revente. Alors, par rapport à toutes ces stratégies, bon, il y a une stratégie que j'ai totalement abandonnée, j'ai vraiment arrêté, ça fait pratiquement 2 ans maintenant que j'ai arrêté, bah, c'est la location courte durée. Alors, pourquoi j'ai arrêté? Parce que en fait, c'était une stratégie il y a quelques années qui était vraiment, à mon sens, très intéressante parce qu'on pouvait dégager de très bons revenus et il n'y avait pas encore ce poids administratif qu'il y a aujourd'hui parce que vous l'avez vu, hein, les dernières années, tu l'as vu certainement aussi, les dernières années, en fait, au niveau législatif, il y a beaucoup de règles qui ont été mises en place, il y a des contraintes qui ont été rajoutées pour les loueurs en courte durée, et donc ça devient compliqué. Après, il y a aussi la question de la délégation, parce que évidemment, l'objectif de dégager du temps, moi, mon objectif, c'était pas du tout d'aller sur place pour faire le ménage, etc. Donc, il y a cette logique de délégation. Là aussi, faut faire attention par rapport à la délégation, de bien suivre les personnes à qui on confie ses biens pour éviter une dérive. Ça arrive assez fréquemment. Et donc, moi, là, il y a 1 an et demi, j'ai décidé complètement d'arrêter. D'ailleurs, je suis assez content de l'avoir fait parce que cette année 2020, c'est une année assez difficile pour la location courte durée. Ça encore pour d'autres raisons, hein, pour les raisons sanitaires qui imposent moins de flux de voyageurs. Et donc ça, c'est une stratégie que j'ai arrêtée. Notamment aussi parce que quand on regarde la rentabilité de cette stratégie, j'ai trouvé une autre stratégie qui, pour moi, est aussi rentable que la location courte durée. Aujourd'hui, c'est la location moyenne durée. Donc, la location moyenne durée, c'est loué sur des durées de 3 mois à 2 ans à un public. Alors, moi, le public auquel je loue en moyenne durée, c'est soit des jeunes actifs qui commencent dans la vie active, souvent des jeunes cadres, ou alors des étudiants en fin de cycle, donc des étudiants à haut pouvoir d'achat qui veulent un bien tout inclus. Et donc ça, c'est vraiment ma stratégie préférée aujourd'hui, que ce soit en location pour une personne ou en colocation d'ailleurs aussi. Mais pourquoi, c'est intriguant pourquoi tu parles de location moyenne durée, parce que finalement, j'avais jamais spécialement entendu ce terme-là et je me retrouve pas mal dans ce que tu dis parce que c'est plus ou moins la stratégie finalement sans le savoir que j'utilise régulièrement. C'est que c'est vraiment, tu fais du all-inclusive finalement dans tes appartements, c'est ça que tu veux dire par là et tu intègres vraiment toutes les charges dedans. C'est ça, c'est ça. En fait, les appartements que je propose en location moyenne durée, c'est assez proche du type de prestation qu'on peut proposer en courte durée. Alors, c'est pas exactement pareil, mais c'est assez proche. C'est ce que tu disais, c'est un all inclusive avec beaucoup de facilité pour le locataire. Aujourd'hui, c'est vraiment ce que recherchent beaucoup de gens, hein. Aujourd'hui, on est dans un monde où on a beaucoup de mobilité. Donc, c'est ce que recherchent beaucoup de gens. Par contre, par rapport à certains investisseurs, pourquoi je parle de location moyenne durée? Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs, ils se disent, voilà, je vais louer mon bien et je cherche quelqu'un qui reste le plus longtemps possible pour que je ne sois pas embêté. Donc, ça c'est plutôt de la location classique, à ce que faisait peut-être la génération précédente. Mais moi, je dis que ça, aujourd'hui, c'est plus ça vraiment qui marche. D'une part, parce qu'on ne va pas le louer aussi cher qu'en moyenne durée. D'autre part, parce que alors beaucoup de gens, ils pensent que le fait d'avoir un locataire le plus longtemps possible, c'est hyper sécurisant. Moi, je pense le contraire.
Parce que aujourd'hui, vous avez un locataire qui a une certaine situation, qui a peut-être un emploi, etc. Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Les choses peuvent changer. Et donc, la situation de votre locataire qui est sécure aujourd'hui, elle peut être plus... on ne sait pas ce qui peut se passer. Alors qu'en moyenne durée, ben, le reset, il est fait tous les ans, tous les ans et demi. Il y a un reset qui est fait, on choisit un nouveau locataire avec nos critères. Et donc, c'est beaucoup plus sécurisant, même si le turnover est plus élevé. Et ça vaut vraiment le coup. C'est ce que je disais tout à l'heure, les 13 heures que ça va me demander par mois en moyenne, ça vaut vraiment le coup par rapport aux revenus supplémentaires que ça peut m'apporter et à la Ouais, je suis sécurité. complètement d'accord avec toi et finalement, je trouve que même en gérant ce turnover-là, une fois qu'on a des process bien mis en place, je sais que par rapport à mes débuts où je faisais tout, disons-le, un petit peu à l'arrache parce que c'était mes débuts, et maintenant que j'ai vraiment pris ça comme une réelle entreprise avec de véritables systèmes, finalement, ça prend énormément, énormément moins de temps finalement à gérer. Ouais, comme tu dis, le process, ça fait vraiment la différence aussi. Et maintenant, tu disais que tu es à une vingtaine de biens dans ton patrimoine. Si on rentre un peu plus dans les détails sur le côté fiscal, c'est pareil, c'est quelque chose où on entend énormément de choses, et notamment avec le statut, avec la réforme qu'il y a eu sur le LMNP, etc. Comme quoi le LMP était un peu vu comme le mal. Euh, qui- Comment tu te situes, toi, à ce niveau-là? Quel est un petit peu tes choix maintenant fiscaux que tu as fait? Est-ce que pour toi, c'est une obligation au bout d'un moment de passer en SCI et c'est un choix que tu as fait? Comment tu as géré un petit peu cette vingtaine de biens? Alors déjà, pour parler du statut LMNP, LMP, on entend ouais, justement sur Internet, on entend souvent voilà, le LMNP est mort, ou etc. Moi, je trouve que c'est un statut qui est vraiment toujours aujourd'hui intéressant pour débuter. Euh, pour les premiers biens, le LMNP, c'est très intéressant parce que fiscalement, on va pouvoir pendant plusieurs années, dans certains cas, ne pas être imposé. Donc, ça reste très intéressant pour débuter. Après, au bout d'un moment, on va arriver effectivement à un seuil où on va devoir faire le choix entre soit passer LMP, parce que les revenus vont augmenter et donc on va automatiquement passer dans ce statut LMP, ou alors rester en LMNP et continuer à investir en SCI. Moi, j'ai fait ce second choix parce que aujourd'hui, mes revenus LMNP sont suffisants pour mes besoins au jour le jour. Donc, en fait, les revenus LMNP, c'est des revenus qu'on perçoit en nom propre, donc on peut les utiliser directement. Et donc, ces revenus, pour moi, sont suffisants. Et donc, les nouveaux biens que j'achète, je les achète en SCI. Et donc, ça, c'est des biens les bénéfices peuvent rester dans la société. Je n'ai pas besoin de les sortir. Et je pourrais peut-être les sortir plus tard. Ou alors, il y a aussi cette notion de transmission dont je parlais au début. Ben, en fait, mon fils fait partie de la SCI. Et donc, bah, il pourra bénéficier des biens qui sont dans la SCI de manière plus avantageuse que si je les avais achetés en nom propre. Finalement, toi, tu as plus fait le choix de passer en SCI, notamment pour cette question de transmission. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui t'ont fait dire je veux absolument rester en LMNP et ne surtout pas passer en Ouais, il y LMP? a une autre raison. Après, je sais pas, bon, je sais pas si j'ai raison ou pas là-dessus, mais moi, il y a un truc auquel je voulais pas être confronté, c'était ce qu'on appelle le SSI, l'ancien RSI, le régime social des indépendants. En fait, quand on est LMP, ben, on est soumis d'office à ce statut. Enfin non, c'est pas un statut, c'est quelque chose qu'on doit payer en fait à l'administration. Et je voulais pas avoir à gérer ça parce que j'entends souvent que c'est euh, tant que ça marche, ça va bien, mais si on a un problème administratif, c'est très compliqué à régler. Et puis même, en fait, le problème du SSI, c'est que même si vous avez très peu de revenus, vous devez payer déjà un minimum de cotisation SSI. Je crois qu'aujourd'hui, c'est dans les 1500 euros par an minimum à payer, ce que je trouve dommage, quoi. Donc, ça, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai pas voulu passer à l'MP. Ok, ça marche. Euh, Après, c'est très intéressant ce débat-là, ce sujet-là, justement, parce que tout dépend en plus de la situation justement dans laquelle on est. Moi, je me suis retrouvé dans une situation en pleine création de société où finalement, bah, je n'ai pas forcément eu le choix et du coup de passer obligatoirement à LMP. Et je trouve le sujet intéressant dans le sens où ce statut-là permet aussi d'éviter les taxes sur la plus-value au bout de 5 ans, d'autres C'est avantages vrai, finalement qu'on c'est vrai. oublie des fois de mentionner, je trouve.
En fait, il n'y a pas de solution unique. Ouais. Je veux dire, dans certains cas, bah, peut-être dans ton cas, le LMP est plus intéressant. Il faut vraiment voir au cas par cas. C'est pour ça la fiscalité, ce n'est pas un sujet où on regarde une vidéo et on sait ce qu'il faut faire. Il faut vraiment regarder sa situation personnelle, quels sont nos objectifs, quels sont nos revenus, quelles sont notre situation familiale, notre entourage, qu'est-ce qu'on veut faire. Et là, ensuite, on peut choisir le régime le plus adapté. Mais voilà, Je suis le LMP. complètement d'accord sur le fait que tu dis qu'il n'y a pas de solution à toute faite, en effet, et qu'on ne va pas le découvrir juste en une vidéo. Justement, c'était un peu mon objectif pendant un moment. Je me suis très vite rendu compte que finalement, il n'y avait pas de solution parfaite en plus, et que toutes les solutions, finalement, à la fin, ont un avantage et un inconvénient. Et C'est pour ça que c'est bien aussi de discuter avec d'autres investisseurs qui sont aussi passés par ces questionnements. Et voilà, en discutant, bah, on arrive à se faire sa propre idée aussi. Et en ce moment, il y a une autre question justement que j'aime bien discuter avec d'autres investisseurs, c'est au niveau du resserrement des conditions bancaires, parce que je suis typiquement en pleine recherche moi d'un nouveau prêt pour un nouveau bien immobilier. On voit que les conditions sont un petit peu resserrées finalement. Quel est un petit peu ton avis là-dessus et qu'est-ce que tu conseillerais à la période à l'heure actuelle? Comment présenter son dossier? Est-ce que pour toi, il y a vraiment énormément de choses qui ont changé? Est-ce qu'il y a des choses différentes à faire? Bon, la situation, c'est clair, elle change, hein. Quand je discute avec les banquiers, récemment, j'ai discuté avec un banquier responsable ouais, d'un groupe bancaire, là, responsable régional d'un groupe bancaire, et il m'a dit cette année, euh, alors les conditions changent, mais en plus, ils se rendent compte qu'il y a des personnes qui ont investi l'année dernière ou il y a 2 ans, où là, les conditions voilà, n'importe qui pouvait avoir son crédit. Et il me disait, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des personnes qui n'arrivent plus à honorer leur crédit parce que on leur a donné un crédit hyper rapidement et par exemple, ils ont fait de la location courte durée et aujourd'hui, ils n'ont plus assez de revenus. Donc, il y a un vrai problème qui existe aujourd'hui en 2020. Et moi, je les comprends aussi, les banquiers, hein. Le banquier, ce qu'il veut, c'est pas non plus mettre son client dans une situation difficile. Donc, c'est bien qu'il y ait un minimum de règles. Après, pour l'obtention d'un crédit aujourd'hui, c'est toujours possible d'obtenir des crédits dans des très très bonnes conditions. Les taux sont toujours très bas. Dans certaines banques, on arrive toujours à financer à 100, voire 110, voire 120%. J'en suis la preuve. Récemment, là, je suis en train d'acheter 2 biens et une banque m'a proposé le financement avec les travaux intégralement. Donc, c'est tout à fait possible encore aujourd'hui. Et c'est tout à fait possible aussi d'avoir le différé de crédit qui permet d'avoir les premières mensualités après quelques mois d'exploitation. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais pour y arriver, bien sûr, il faut se préparer. Donc ça implique bien préparer son dossier bancaire. Donc l'idéal, c'est de venir avec un petit book. Moi c'est ce que je fais. Je ne sais pas, est-ce que je l'ai là? Non, je ne l'ai pas là. J'ai un petit book où j'indique ma situation financière, voilà, où j'en suis aujourd'hui, quels sont mes crédits en cours, crédits immobiliers, quels sont les biens que j'ai déjà achetés. Alors, pour un débutant, il n'aura peut-être pas de biens immobiliers, mais c'est important d'indiquer, d'avoir quelque chose de synthétique où on écrit voilà, qui on est, quelle est notre situation financière, que ça soit le plus clair possible. Et ça, les banquiers, ils adorent. Ils adorent. Parce que vous venez de chez le banquier, vous rentrez dans son bureau, vous déposez le dossier, il a plus qu'à recopier les informations que vous lui avez déjà synthétisées. Et donc, pour lui, ça va aller beaucoup plus vite. Et souvent, il est étonné parce qu'il y a très peu de gens qui font ça. Et déjà, vous marquez des points à ce niveau-là. Parce que ce que recherche le banquier, il veut être rassuré. Il veut être rassuré, il veut en face de lui quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui a réfléchi à son projet, quelqu'un qui sait où il met les pieds. Donc, si déjà vous venez comme ça avec quelque chose de préparé, c'est un peu comme un business plan pour une entreprise, même si j'aime pas les business plans, hein. Moi, j'ai créé des entreprises dans d'autres domaines, on n'a jamais fait de business plan, mais quand il faut rassurer, c'est bien de préparer les choses. Donc là, le dossier bancaire, il fait la différence. Et je pense, comme tu disais, en Et plus, après, ça professionnalise complètement notre démarche finalement et ça nous permet complètement déjà de nous démarquer un petit peu et de montrer vraiment qu'on sait de quoi on parle et qu'on comprend aussi le langage du banquier, mine de rien. exactement. Et je dirais même, je dirais que cette année 2020, je conseillerais plutôt d'aller directement voir en personne les banquiers plutôt que faire appel à des courtiers, parce que cette année, les règles ont aussi changé pour les courtiers.
Et donc, au niveau des dossiers qu'ils vont présenter à la banque, ça va être un peu ça va être plus limité que l'année dernière. Et donc, c'est toujours plus rassurant pour le banquier de vous voir en personne. Donc, je conseille plutôt aux personnes d'aller voir directement leur banquier et si possible, leur banquier historique, c'est-à-dire si vous êtes dans une banque depuis plusieurs années, allez déjà voir votre banquier historique, peut-être qu'il vous connaît. S'il vous connaît, ça va être plus facile, la relation de confiance, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui se travaille aussi sur le temps, hein. Quand vous investissez dans l'immobilier, vous faites un premier, un deuxième, un troisième bien. Au bout d'un moment, le banquier, il vous connaît. Moi, maintenant, quand je rentre dans le bureau du banquier, en quelques minutes, c'est réglé. Il me dit, alors c'est quoi ton nouveau bien? Ok, c'est bon, c'est réglé. Ça va assez vite. Est-ce que finalement, ça étonne toujours tout le monde quand je dis que là, je suis rendu à peu près 800 000 euros d'encours et j'ai toujours fait ça avec la même banque finalement. J'ai jamais été enfin, j'ai déjà essayé d'aller démarcher d'autres banques justement pour moi m'entraîner et prévoir au cas où ma banque historique me suivrait pas. Mais finalement, c'est toujours ma banque historique qui m'a suivi. Est-ce que c'est la même chose pour toi et justement, tu as développé vraiment cette vraie relation de partenariat avec les banques? Alors moi, je travaille avec deux banques parce qu'effectivement, à un moment, j'ai été confronté à un seuil d'encours. Au bout d'un moment, dans chaque banquier, il a un encours maximal sur lequel il peut donner une décision sur un crédit. Et donc, quand on commence à accumuler les biens, à un moment, on va arriver à cet encours. Et donc là ensuite, ben, ce qu'il faut faire, c'est simplement aller voir un deuxième établissement bancaire et puis recommencer avec un encours donc qui est à zéro dans une nouvelle banque. On va pouvoir continuer ainsi à investir. Donc moi, pour le moment, je travaille avec deux banques, ce qui ne m'empêche pas d'ailleurs de les mettre en concurrence, parce que bah, par exemple, cette année, j'ai revendu certains biens, donc mon encours a baissé dans ma première banque. Donc je fais toujours les demandes de crédit dans ces deux banques et après, voilà, je les mets un petit peu en concurrence. Bah, c'est tout à fait, ils le comprennent très bien, hein, c'est pas du tout, ils le prennent pas du tout mal, hein, c'est tout à fait normal, c'est commercial, voilà, c'est comme ça. Et tu disais justement là que tu étais en plein achat de biens. Je trouve une question très intéressante, c'est comment tu vas choisir dans quelle ville ou même peut-être quel village tu vas investir. Comment tu fais un petit peu ton étude de marché pour te dire, là, je sais que ça va être pérenne sur le long terme finalement. La première étape pour l'étude de marché, c'est connaître, savoir à quel type de locataire tu veux proposer ton appartement. C'est la première étape. Donc, à partir du moment où tu connais le profil de tes futurs locataires, tu vas chercher à savoir pourquoi ils vont venir dans ton appartement. Est-ce qu'ils vont venir parce qu'ils vont chercher un travail spécifique à un endroit près de leur travail? Est-ce qu'ils vont venir parce qu'ils vont étudier à un endroit? Est-ce qu'ils vont venir parce qu'il y a ouais, un chantier qui est prévu voilà, à cet endroit-là? Et donc, vraiment bien comprendre quels sont les besoins spécifiques de ton locataire. En fonction des besoins, ensuite, tu vas étudier les endroits qui correspondent à ces demandes-là et bah, tu vas faire ton étude de marché. Voilà, il y a différents outils hein, qu'on utilise pour les études de marché. Et après, tu auras une vision très claire. Est-ce que ça vaut le coup d'investir ici ou pas? On le fait systématiquement, hein, on n'investit pas à l'aveugle. C'est vraiment important de savoir si, voilà, dans 6 mois, quand tu vas avoir les clés d'appartement, quand tu vas mettre ton annonce, si ça va bien marcher. Donc ça c'est ouais, c'est une phase. Est-ce qu'il y a deux, trois critères justement que tu regardes par ville, par exemple, je sais pas, l'évolution du prix au mètre carré, le taux de chômage de la ville. Est-ce que tu as tes deux, trois critères comme ça vraiment très importants pour toi? J'en ai plusieurs hein, des critères. Alors, bon, moi j'investis plutôt proche de chez moi. Donc, par exemple, mais c'est vrai que par exemple, une ville comme Paris, euh, j'aurais plutôt tendance à sortir un peu de Paris parce que si on fait les calculs de rentabilité, ça va être plus difficile d'être rentable sur Paris ou de générer du bénéfice. Donc ça, évidemment, en fonction des villes, tu as des villes qui sont plus ou moins rentables que d'autres. Moi, en ce moment, je m'intéresse beaucoup aux villes moyennes, donc des villes qui ont peut-être 30 000, 40 000 habitants ou 50 000, voilà, des villes moyennes, parce que justement, la rentabilité est bien meilleure dans ces villes. Et il y a quand même, malgré tout, une bonne demande, une forte demande dans ces villes. Donc, il y a des choses à faire. Ouais. Et de plus en plus d'investisseurs, en discutant comme ça entre nous, se tournent justement vers des villes de 30, 40, 50 000 habitants, comme tu disais. Notamment, j'en discutais dernièrement avec un ami investisseur, avec ce qui s'est un petit peu passé avec la crise sanitaire, où de plus en plus de personnes ont pris conscience qu'elles n'avaient plus envie de vivre
dans les grandes villes et cherchent un petit peu à s'expatrier. C'est dans les dernières questions que j'ai à te poser. Qu'est-ce que tu penses au global un petit peu de la situation de l'immobilier à l'heure actuelle vis-à-vis de ce qui se passe, vis-à-vis de la crise sanitaire et tout ce qui s'ensuit à l'heure actuelle? Là encore, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on entend vraiment tout et son contraire sur Internet, comme qu'on est dans une véritable bulle immobilière et qu'elle va bientôt craquer, d'autres que l'immobilier va continuer à monter, que c'est une valeur refuge. Quel est un petit peu ton avis là-dessus sur le sujet? Euh, alors, je ne suis pas devin, hein, je n'ai pas de boule de cristal. Franchement, je ne sais pas précisément ce qui va arriver dans les prochains mois, dans les prochaines années à l'immobilier. Cela dit, il y a quand même bon, c'est un peu facile ce que je vais dire. Il y a deux scénarios qui se dégagent. Soit les prix vont baisser. Alors après, évidemment, ça va être en fonction des villes, ça va être différent. En France, on n'a pas un marché de l'immobilier, on a plusieurs marchés. Donc il y a des villes qui vont peut-être continuer à augmenter, d'autres où les prix vont baisser. Soit on va continuer sur la frénésie qu'on a connue. Alors c'est vrai, c'est assez intéressant cette année parce qu'on a déjà eu un premier confinement. Et c'est des questions qu'on se posait déjà au premier confinement. On se posait la question, est-ce que le marché va s'arrêter? Est-ce que les gens ils vont stopper leurs projets? Est-ce qu'on va continuer à pouvoir louer facilement nos appartements? Et c'est des questions, c'est normal de se les poser. Et c'est bizarre, le premier confinement, c'était comme un effet d'élastique, c'est-à-dire que les choses se sont arrêtées quelques semaines. Et quand ça a repris, ben, ça a repris hyper fort. Et d'ailleurs, si on regarde les courbes de Frigit, les courbes sur le prix de l'immobilier, ben, il y a eu vraiment comme un boom de ce prix juste après le confinement. Aujourd'hui, quand je discute avec les notaires ou les banquiers, clairement, on voit une baisse, en tout cas dans ma région, hein, on voit une baisse du nombre de transactions et notamment une baisse des transactions parce que des personnes ne sont plus finançables. On en parlait tout à l'heure sur la question financement. Ben, avec les nouvelles règles, ça devient pour certaines personnes plus compliqué, notamment aussi pour les primo-accédants, les personnes qui veulent pas nécessairement les investisseurs, mais les primo-accédants qui veulent acheter une maison, ben, ça passe plus. Et donc, il y a des biens aujourd'hui qui sont sur le marché depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qui ne se vendent pas. Donc, clairement, quand cette situation arrive, en général, c'est annonciateur de baisse des prix. Si le marché il se bloque comme ça. Alors, par contre, de l'autre côté, il y a toujours ce désir très fort des personnes d'acheter des biens, que ce soit pour l'habitation principale ou pour investir. Le désir, il est là. Mais entre le désir et puis la réalisation, il y a les banques. Donc, la vraie question, c'est comment ça va se passer les prochains mois avec les banques. La deuxième question, c'est est-ce qu'on va encore avoir des confinements? Combien de temps vont-ils durer? Parce que là aussi, il y a la question du marché locatif, comment il va évoluer. Ça, aujourd'hui, c'est difficile de le dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les personnes qui seront aujourd'hui aux aguets moi, je regarde quasiment tous les jours pour voir un peu les tendances. Je discute avec les agents immobiliers. Vraiment, il y a des choses aujourd'hui qui sont en train de se passer. Donc, si près de chez vous, vous voulez investir, bah, prenez votre téléphone, discutez avec les agents, discutez avec les notaires. Vous verrez, il y a des choses qui sont en train de passer. Et les personnes qui seront prêtes à ce moment-là à investir, bah, c'est elles qui vont vraiment récolter les fruits de cette situation. Dans chaque crise, il y a des opportunités. Et là, cette crise, bah, ça ne va pas être une exception. Il y aura aussi des opportunités. Et moi, franchement, je me tiens prêt. Donc, franchement, préparez-vous parce que dans les prochaines semaines et les prochains mois, et certainement l'année prochaine, il y aura des choses à faire. Donc bah là, on est dans les starting blocks, on regarde ce qui se passe. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi et je trouve que justement toute personne, je suis un peu dans la même démarche que toi en ce moment et vraiment dans les starting blocks, je trouve que c'est exactement la bonne métaphore et je pense que les professionnels, justement ceux qui veulent vraiment en faire une activité, vont justement se démarquer si on est prêt et on est bien dans les starting blocks à profiter des opportunités que le marché va créer dans les prochains mois. Après, comme je disais, chaque marché est différent, donc il n'y a pas de réponse à ta question précédente, il n'y a pas de réponse toute faite. Mais je te donne un exemple. Cette année, je te disais, j'achète 2 biens, mais j'ai revendu aussi un bien. Parce que à l'endroit où il était, je pense que c'était le bon moment de le revendre. Je pense que là, on était arrivé à un sommet et donc je l'ai revendu pour cette raison-là. Et ça m'a permis de faire une plus-value d'ailleurs de 70 000 euros. Donc voilà, je pense que il y a aussi, voilà, on a parlé tout à l'heure de stratégie, il y a aussi l'achat-revente qui est intéressant. Et c'est intéressant parce que
soit tu es près de Strasbourg, moi je suis près de La Rochelle, j'investis beaucoup sur Angers. Donc, comme tu dis, il y a plusieurs marchés. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la même année, c'est mon premier aussi achat-revente. C'est la première fois que je revends un bien parce que j'étais exactement dans le même état d'esprit que tu disais, où je pense qu'on a atteint vraiment un énorme palier dans l'un des quartiers pour réinvestir finalement sur un autre type de marché. Je te remercie beaucoup, Eric, pour tout ce que tu nous as partagé. C'était vraiment hyper enrichissant. Juste une dernière chose pour conclure cette interview. J'aime beaucoup dire j'ai juste une trentaine d'années et je me dis, je ne sais pas ce que ça aurait donné si j'avais investi dès mes 20 ans et si j'avais pris conscience de l'importance de l'immobilier dès mes 20 ans. Qu'est-ce que tu dirais juste pour conclure à un jeune justement de 18-20 ans, justement toi qui as en plus des enfants, sur l'immobilier à l'heure actuelle? Je leur dirais, intéressez-vous à ces sujets, à ce qu'on pourrait appeler l'éducation financière, parce que c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Et c'est des choses qui peuvent vraiment améliorer votre vie. Donc intéressez-vous-y. Ça peut être l'immobilier, ça peut être d'autres choses. En tout cas, l'idée, c'est de vous poser la question, comment est-ce que vous pouvez créer plusieurs sources de revenus, pas uniquement compter sur un salaire ou un emploi, parce qu'aujourd'hui, les choses changent. Voilà, on est dans un monde de changement. Donc, posez-vous la question, comment vous pouvez créer plusieurs sources de revenus. Et pour ça, l'immobilier, ça peut être une solution. Donc, bah voilà, formez-vous sur le sujet, intéressez-vous à ces sujets. Et c'est clair que plus tôt vous commencerez, plus tôt vous allez en récolter les fruits. 30 ans, bah, c'est déjà bien, 30 ans. Mais, voilà, mais je vois, il y a une personne là qui je discute souvent, qui est encore étudiante. Bah, voilà, elle achète son premier bien, elle est encore étudiante. Donc il y a des solutions. En plus, pour les jeunes, il y a des solutions. Quand on est débrouillard, on trouve des moyens d'investir. Top, super. Merci beaucoup pour cette conclusion, Eric. Et on se retrouve très bientôt donc, sur ta chaîne YouTube Campus Invest. Merci à Avec toi. plaisir. À bientôt.